អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. អង្គជំរាបប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មការ Reprise de l'audience. La parole va être donnée à la défense de Khieu Samphan, laquelle pourra poursuivre l'interrogatoire de ce témoin. Je vous en prie. Bonjour Monsieur le témoin. Je me représente à nouveau parce que nous ne nous sommes vus que très peu de temps il y a quelques jours. Donc je m'appelle Anta Guissé et je suis l'avocat international de Monsieur Khieu Samphan. La dernière fois que nous nous sommes quittés, nous parlions de la défiance vis-à-vis des intellectuels revenus de l'étranger. Je voudrais maintenant en passer à un autre sujet. Vous avez évoqué au cours de votre déposition votre ex-femme, Madame Laurence Pic. Je voudrais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, revenir sur une de vos déclarations antérieures, côté D154.2, D154.2. Il s'agit de votre commentaire de la biographie, de votre biographie révolutionnaire, pardon. En français, le RN 290 pardon 739. Je recommence en français. 290 739. En anglais 00826 586. Et en khmer, il me semble que c'est sur 2 pages. 00824 637 et 00824 4638. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse communiquer la version papier en français qui est l'original aux témoins et que l'on puisse afficher la version khmer sur écran. Avec l'aide de Monsieur l'huissier. Le président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. Je vais donc lire en français le passage, page 34, qui m'intéresse. Vous écrivez « Une mésaventure du même ordre fera quelques années plus tard beaucoup souffrir Laurence. » Et là, vous parlez de Laurence Pic. En octobre 1975, elle fut purement et simplement expulsée d'un séminaire organisé à l'intention des membres du FUNK, fraîchement débarqués de Chine. L'ordre vint cette fois de Khieu Samphan. On conçoit parfaitement que Laurence avait suffisamment de motifs pour garder une rancune tenace à l'égard des dirigeants Khmer Rouge. Ma question est la suivante, Monsieur le témoin. Je voudrais savoir si vous étiez présent lors de ce séminaire du FUNK.
កាលនោះខ្ញុំមិនមានវត្តមាននៅក្នុងបរិវេណ Je n'étais pas présent. Mais je me souviens que j'étais à l'extérieur de cette école. Si vous n'étiez pas présent, qu'est-ce qui vous fait dire que la décision d'expulsion du séminaire est une décision qui émanait de Khieu Samphan? Est-ce que c'est elle qui vous l'a indiqué? À ce moment-là, j'étais près de la porte de la salle de réunion. J'étais avec Tunchit Saron, qui était mon collègue, et qui était chargé de s'occuper de cet atelier. J'ai vu Laurent Spic sortir de la salle de réunion en larmes. Saron et moi-même l'avons vu. Nous avions été aux membres du cercle marxiste-léniniste et voilà ce que nous avons vu. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le témoin. Ma question était de savoir qui vous a dit que la décision de la faire sortir de la salle, enfin, de ne pas assister, de ne pas l'autoriser à assister à ce séminaire, qui vous a dit que l'ordre venait de Khieu Samphan, comme vous l'avez écrit? Personne ne me l'a dit. À l'époque, c'est Khieu Samphan qui animait l'atelier et personne n'aurait pu décider de cette expulsion de Laurent Spic, n'était le seul orateur de l'atelier. Si je comprends bien, monsieur le témoin, c'est une déduction que vous avez faite, c'est bien ça? Effectivement, il s'agit d'une conclusion que je tire. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer à un autre thème. Vous avez mentionné à plusieurs reprises au cours de votre déposition la notion de secret, de confidentialité, indiquant que vous ne vous occupiez que de ce qui vous concernait. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre d'où vient cette règle du secret? Le principe du secret était l'un des principes essentiels du Parti communiste du Kampuchea. Le PCK nous donnait toujours pour instruction de préserver la confidentialité en disant qu'ainsi la moitié de la victoire était déjà remportée. Et concrètement, dans le cadre de vos fonctions de chef de section au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous faisiez le tri des informations que vous donniez à vos collègues ou à vos subordonnés? Monsieur le Président,
Pourrait-on demander à l'avocate de préciser sa question? Il n'y a pas de problème, monsieur le témoin. Vous venez de parler de l'importance de la règle du secret. Ce que je voulais savoir, c'est si vous l'appliquiez dans le cadre de vos activités professionnelles. Est-ce qu'il y avait des informations que vous gardiez pour vous, que vous ne partagiez pas avec vos collègues ou avec vos subordonnés?ខ្ញុំអាចថាការដែលដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកណាម្នាក់ Parfois, des informations étaient transmises, notamment via des subordonnés. Cela dit, en tant que membre du parti, nous ne pouvions pas cacher les informations à nos supérieurs. Il fallait leur envoyer ces informations. Cela était censé être une démonstration de notre loyauté envers le PCK. Oui, monsieur le témoin, moi, ma question, elle était à l'égard de vos collègues et de vos subordonnés.ចំពោះរឿងនេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាជាគោលការណ៍ទូទៅគឺ De manière générale, par principe, je devais garder par devers moi certaines informations relevant de ma responsabilité. Ces informations, je ne devais pas les transmettre à mes subordonnés. Tel était le principe, mais dans la pratique, ce n'était pas aussi clair. Je vous remercie de ces précisions. Répondant aux questions du coprocureur, vous avez indiqué au cours de votre déposition avoir servi d'interprète à M. Kyo-Sampan, notamment dans le cadre des accréditations de diplomates étrangers. Et si j'ai bien compris votre déposition, vous serviez d'interprète en français. Ma question est donc la suivante. Monsieur Kyo-Sampan parle parfaitement le français. Quel était l'intérêt d'avoir un interprète dans ces conditions? Est-ce que c'était une question de protocole ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Tamខ្ញុំយល់គឺ Le Khmer était la langue de la nation et de l'État. Et donc, lors des communications avec les étrangers, nous, Cambodgiens, devions utiliser le Khmer. C'était l'un des principaux principes du PCK. Toutefois, Kyo-Sampan connaît le français. Au cas où j'aurais commis une erreur, Kyo-Sampan aurait été en mesure de la corriger. Si je comprends bien votre déposition, vous
ce que vous dites, c'est que M. Kyo-Sampan, pour un problème symbolique, s'exprimait en khmer parce que c'était la langue de l'État. C'est bien ça. Même s'il parlait le français, vis-à-vis des diplomates étrangers, il devait s'exprimer en khmer. Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris de votre déposition? Laissez-moi préciser. Il s'agissait là d'un principe du Kampuchea démocratique, à savoir que le cambodgien, langue nationale, devait être utilisé. Cela dit, si un dirigeant connaissait une langue étrangère, il pouvait l'utiliser. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai interprété pour Nonchea, qui accueillait des diplomates du Laos. Le diplomate laotien, les diplomates laotiens parlaient laotien. Et moi j'interprétais, mais Nonchea, connaissant le thaï, comprenait le laotien aussi et pouvait donc répondre en thaï. Mais si je comprends bien votre déposition, que les dirigeants parlent une langue étrangère ou pas, ils sont toujours accompagnés d'interprètes. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que je me trompe? Lorsque les dirigeants de l'État ou du parti rencontraient des étrangers, il fallait la présence d'un interprète pour la partie cambodgienne. En cas de réunion avec des Chinois, Laotiens, Vietnamiens, ces groupes avaient aussi leurs propres interprètes respectifs. Donc chaque groupe avait ses interprètes. Il s'agit d'une pratique habituelle dans le cadre des relations diplomatiques. Je vous remercie de ces précisions, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais maintenant montrer un autre document à Monsieur le témoin. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition du 6 mai 2009, côté E3, barre 42 et également D167. Et le passage qui m'intéresse pour le moment est l'ERN français 00327226, en anglais 00327216, en khmer 00327205. Et avec l'aide de Monsieur l'huissier, je souhaiterais que l'on puisse remettre la version khmer papier aux témoins afin qu'ils puissent suivre plus facilement. Le président, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre aux témoins.
Monsieur le témoin, est-ce que vous avez le passage sous les yeux, enfin la page sous les yeux, et je vais vous lire précisément le passage qui m'intéresse. Il s'agit de votre, en tout cas en français, deuxième réponse aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Et à ce moment-là, les enquêteurs vous demandent de commenter un passage de votre biographie dans lequel vous évoquez Khieu Samphan. Et là, vous répondez « Ce que j'ai écrit concerne la période où j'ai connu Khieu Samphan à Paris. Il était plus connu pour ses qualités humaines, pour sa gentillesse, pour sa simplicité, que pour son engagement politique. Il était considéré par les Khmers rouges plus comme une force tactique qu'une force stratégique. Ma question est la suivante. Pouvez-vous expliquer la différence entre une force tactique et une force stratégique et ce que cela voulait dire précisément au sujet de Khieu Samphan dans le cadre de votre réponse? Une force tactique, cela renvoie aux intellectuels en général, en particulier ceux qui sont allés étudier en France. Et ceux qui ont adhéré au cercle marxiste-léniniste. À l'époque, le PCK avait besoin de ces intellectuels. En vue de se rallier davantage les masses populaires, car cela était plus efficace que les étudiants ordinaires. Ces intellectuels, les intellectuels rouges comme on les appelait, étaient de bons étudiants. Ils étaient gentils et ils respectaient les anciens. Ils étaient généreux et serviables envers les autres étudiants. Il s'agissait d'une force d'appui, ce qui se distinguait des forces stratégiques. Il pourrait devenir une force stratégique lorsqu'il pourrait être dans le pays et lorsqu'il pourrait changer de statut et de mentalité en vue de devenir des prolétaires et des membres de la classe laborieuse. À ce moment-là, il deviendrait membre d'une force stratégique et rester à jamais aux côtés du PCK. Ceux qui s'étaient remodelés pour adopter un point de vue prolétaire, le point de vue des ouvriers, ceux-là seraient considérés comme étant devenus les membres d'une force stratégique. Je vous remercie de vos explications et je voudrais poursuivre sur la même page de votre déclaration. Et vous poursuivez en parlant de Khieu Samphan et vous dites « On l'a mis à la tête du présidium parce qu'il remplissait un certain nombre de critères.
Il était docteur en économie. Il était calme et posé. Mais en 1975 et ensuite, il avait essentiellement un rôle figuratif. Il faisait ce que le parti lui disait de faire, mais il ne faisait pas partie des dirigeants détenant le pouvoir réel, contrairement aux membres du comité permanent du parti. Je m'arrête là. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles sont les expériences que vous avez vécues, les choses que vous avez vues, qui vous permettent de faire cette affirmation, à savoir que M. Khieu-Samphan avait un rôle figuratif? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. C'est juste une question de méthodologie. La réponse a été lue dans son intégralité, mais la toute dernière partie de la dernière phrase a été coupée, peut-être par égard aux autres équipes de défense, mais tout de même, contrairement aux membres du comité permanent du parti, virgule, comme Nunchia et Yangsari. Je crois qu'il faudrait que la défense puisse citer l'intégralité des réponses du témoin et ne pas sélectionner juste ce qui l'intéresse et puis laisser, si je ne me trompe pas, 5 mots hors de la citation. Merci beaucoup. Monsieur le Président, si je puis répondre, je me permets de m'étonner de l'intervention de Monsieur le coprocureur. Si je ne m'abuse, lorsque, il y a quelques jours, l'avocat de la partie civile a lu une partie d'une déclaration, d'un ouvrage du témoin précédent, elle a focalisé son attention sur les points qui l'intéressaient, les points pour lesquels elle avait des questions, et je n'ai pas vu Monsieur le procureur se lever. En l'occurrence, je suis en train de faire mon interrogatoire et j'interroge le témoin sur les thèmes qui m'intéressent. Maintenant, si Monsieur le procureur avait l'intention de poser des questions sur ce passage, il aurait pu le faire quand c'était son tour. Je souhaiterais donc, s'il est possible, que Monsieur le témoin réponde en expliquant sur la base de ce qu'il a vécu, ce qui lui permet de dire que M. Khieu-Samphan avait un rôle figuratif. Et j'insiste sur votre expérience, Monsieur le témoin, puisque vous vous souviendrez que dans les questions qui vous ont été posées précédemment, on a beaucoup insisté sur votre expérience et ce que vous avez vécu. C'est ce qui nous intéresse ici devant cette Chambre. Le Président, l'objection n'est pas fondée. Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question qui vous est posée par le Conseil de Khieu-Samphan. Réponse. J'aimerais apporter les précisions suivantes. À ce moment-là, nous, en tant que membres du parti, ayant poursuivi des études outre-mer, et notamment dans le pays qui avait jadis colonisé le Cambodge, nous comprenions que notre personnalité, que notre mentalité, que notre point de vue constituaient des obstacles sur la voie d'un devenir en tant que bon membre du parti. Nous n'avions pas d'objection à l'époque au fait que le Parti communiste du Kampuchéa, ou quant au fait de savoir que le Parti communiste du Kampuchéa nous considérait comme une force stratégique ou pas, tout ce que nous voulions faire, c'était contribuer à notre pays et nous étions très dévoués, nous étions prêts à tout sacrifier, y compris notre vie, pour le parti et pour
la révolution et le peuple. Je ne savais pas si mes camarades et les autres frères comprenaient ce sentiment, mais moi je le comprenais fort bien, même si le parti m'avait considéré comme un traître, apatride. Je l'aurais accepté, car cela relevait de la décision du parti. Mais quant à moi, je croyais que le parti était mieux à même de me juger que je ne l'étais, car j'étais imbu des concepts et des mentalités occidentales et je m'en remettais au jugement du parti, car j'avais une croyance solide dans le parti qui nous mènerait à réussir le 17 avril 1975. Et quant à M. Khieu Samphan, je savais très clairement, il avait expliqué sa position, son dévouement, sa conviction à ce sujet d'une manière très claire. Il n'exigeait ni ne demandait à jouer un rôle dirigeant dans le parti. Il se soumettait au parti et c'était au parti de juger si, oui ou non, nous avions la capacité d'entreprendre une tâche quelconque que le parti lui aurait assignée. Et à ce moment-là, à cette époque, M. Khieu Samphan, comme d'autres d'ailleurs, croyait fermement dans la direction politique du PCK. Et avant 1975, le Parti communiste du Kampuchea avait obtenu des résultats remarquables en défense de la cause nationale. Et c'est tout cela qui nous a convaincus de nous soumettre au parti. Et comme je l'ai expliqué dans mes témoignages antérieurs, le matin, j'interprétais pour M. Khieu Samphan en tant que président du présidium de l'État, qui recevait les lettres de créance qui étaient présentées par les ambassadeurs, l'ambassadeur d'Albanie au Cambodge, et puis l'après-midi, j'interprétais pour les médecins qui examinaient l'état de santé de l'épouse de l'ambassadeur qui était tombée malade. Et en outre, en ce qui concerne la position de M. Khieu Samphan, en fait, il était tout aussi ordinaire que la femme de l'ambassadeur, et c'est pourquoi son interprète se rendait auprès de l'épouse de l'ambassadeur pour jouer le même rôle auprès des médecins. Je vous remercie de ces précisions, Monsieur le témoin. Est-ce que vous savez, en dehors de ces fonctions d'accueil des diplomates étrangers, si M. Khieu Samphan remplissait d'autres fonctions? Réponse, ça je n'en sais rien. Je voudrais vous lire à nouveau un passage de votre déclaration. Vous avez indiqué, c'est toujours à la page 5, donc les mêmes références. Là, c'est à la question suivante. Répondant à une question des enquêteurs des co-juges d'instruction qui vous demandent quel contact aviez-vous avec Khieu Samphan entre 75 et 79, vous répondez: il m'arrivait de le croiser, notamment lorsqu'il recevait les lettres de créance des ambassadeurs, mais
nous n'avons jamais eu l'occasion d'avoir une vraie discussion. Il s'occupait d'autre chose, par exemple l'achat à l'étranger de médicaments, de pièces de rechange, etc. Ma question par rapport à cette partie de votre réponse est de savoir comment vous avez su qu'il s'occupait d'autre chose comme l'achat à l'étranger de médicaments et de pièces de rechange. Réponse. J'ai appris cela parce qu'un de mes amis qui est décédé aujourd'hui était l'ancien président du comité des affaires commerciales, c'est-à-dire qu'en fait il était ministre du commerce extérieur. Et c'est lui qui m'a dit cela. Je vous remercie de cette précision. Je continue sur le même paragraphe et ce sera ma dernière question. Vous dites, par la suite, j'ai habité avec lui et avec Pol Pot en 81-82 et j'ai pu constater que son rôle était nul. Dans la constitution du gouvernement tripartite, c'était Pol Pot qui prenait toutes les décisions. Là encore, Monsieur le témoin, s'agit-il de déclarations que vous tenez parce que vous en avez eu l'expérience ou d'où tirez-vous cette affirmation? Et je précise qu'en Khmer, la référence est 00327-206. Réponse. Sur cette question particulière, j'ai pas mal de certitudes parce qu'en 81-82, j'étais le représentant du Parti communiste du Kampuchéa dans le mouvement visant à établir les négociations tripartites. Et j'ai négocié avec le représentant de Somdek Sihanouk et le représentant envoyé par la faction Son San. L'interprète se reprend. Et donc j'ai eu à aller du bureau central du Parti communiste du Kampuchéa pour me rendre dans la zone 105 et jusqu'à Bangkok. En ce qui concerne les actes des négociations, je les conservais, je faisais rapport à Pol Pot et Pol Pot me donnait personnellement les instructions permettant de préparer la substance de la négociation avant de les entamer avec les autres partis. Khieu Samphan était là également à cette époque, mais Pol Pot n'a jamais fait appel à Khieu Samphan pour qu'il soit présent à la réunion. Pol Pot prenait les décisions seul et me donnait instruction de transmettre tous les messages nécessaires émanant du Kampuchéa démocratique dans tout le processus de négociation qui se tenait à Bangkok. Nous devions faire rapport régulièrement, tous les 2 jours, et cela a duré jusqu'à ce que les négociations eussent été menées à leur terme à Singapour le 4 octobre 1981, ce qui permit d'établir la coalition tripartite entre le Kampuchéa démocratique, les forces loyales au prince Sihanouk et les forces loyales à la faction de Son San. Monsieur le témoin, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions et ceci, Monsieur le Président, marque la fin de mon interrogatoire.
បាទអរគុណជាបន្ត Le Président, je vous remercie. Je donne à présent la parole à l'équipe de la défense de M. Nunchea afin que celle-ci puisse poser des questions aux témoins. Thank you. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon après-midi à tous. Monsieur Sonsekun, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Je comprends bien que vous avez subi une longue attente, mais nous vous sommes reconnaissants d'être ici aujourd'hui pour répondre à d'autres questions. Ma première question porte sur les sources dont vous tirez votre connaissance. Il y aura d'autres questions sur ce que vous auriez pu avoir à lire depuis 1979. Ma première question est la suivante. Depuis 1979, avez-vous lu des livres portant sur le régime du Kampuchéa démocratique? Et si c'est le cas, pouvez-vous nous citer des titres? Réponse. Monsieur le Président, puis-je vous demander de faire en sorte que la défense soit plus spécifique en ce qui concerne les livres? J'ai lu beaucoup de livres. J'aimerais donc suggérer que la défense soit plus spécifique dans les questions. La question est tellement large que j'éprouve des difficultés à y répondre. La défense, je comprends bien. Je vais essayer de préciser mon idée. Monsieur le témoin avait voulu des ouvrages portant spécifiquement sur la période de 1975 à 1979, lorsque les Khmers rouges étaient au pouvoir au Cambodge. Réponse. En général, je n'ai lu que les ouvrages importants. Et souvent, j'oublie les titres de ces ouvrages, par exemple des livres écrits par le professeur David Chandler, par Ben Kiernan, Philip Short. Et d'autres livres écrits par d'autres auteurs. Mais au moment présent, je n'ai pas souvenir des auteurs de ces autres livres. Une question, je vous remercie, c'est une réponse claire et pour être tout à fait sûr, donc, vous venez de mentionner que vous avez effectivement lu des livres dont Philip Chandler, Ben Kiernan et Philip Short étaient les auteurs. Réponse, oui, c'est exact. Je vous remercie. Question. Est-ce que vous lisez encore les journaux, la presse écrite, aujourd'hui? Réponse. Depuis mon opération du cœur, j'éprouve des difficultés à lire les journaux. Je ne parviens pas à me concentrer sur un journal pendant plus de 10 minutes et donc il est rare que je lise les journaux, mais j'écoute les émissions de radio. La question, ça aurait été ma question suivante, parce que vous avez parlé de ces émissions de radio dans le prétoire. Pourriez-vous nous indiquer certaines des stations de radio dont vous écoutez les émissions? Réponse. Normalement, j'écoute FM 102. C'est le centre
des médias pour les femmes qui émettent en direct avec d'autres chaînes. J'écoute La Voix de l'Amérique, Voice of America, et j'écoute également Radio France Internationale et également les chaînes australiennes. Je regarde également la télévision, CTN et la CNC qui a été récemment créée. À part cela, je regarde également la BBC et le Asia News Channel et TV5 France. Je vous remercie. Question. Et lorsque vous écoutez ces stations de radio, est-ce que vous écoutez également des informations portant sur ce tribunal et sur le procès en cours? Réponse. Je suis le procès également, mais du fait de mon état de santé, j'écoute généralement la radio le soir et parfois je m'endors au milieu de l'émission, et ce qui fait que je ne suis pas le programme jusqu'à son terme. Je vous remercie pour ces précisions. Alors, un thème un peu différent. Vous avez dû attendre longtemps avant de témoigner devant cette Chambre, et d'autres témoins parfois attendent longtemps également. Ma question est la suivante. Pendant que vous attendiez avant de pouvoir témoigner devant cette Chambre, au cours de la semaine ou des semaines écoulées, avez-vous rencontré certaines des autres personnes qui viendront témoigner devant cette Chambre? Réponse. J'en ai rencontré. J'étais à Malai. Et M. Pipoun, monsieur qui s'appelle Pipoun, est venu un peu plus tôt. Et je le considère comme mon frère cadet, car nous avions beaucoup de bons souvenirs du passé. Lorsqu'il est venu témoigner devant cette Chambre, il m'a téléphoné et je l'ai rencontré. Dans l'hôtel Saint-Épiap, près de la pagode Watcom. Et à ce moment-là, un responsable de la section d'appui aux témoins était présent. Je n'ai pas discuté grand-chose à ce moment-là. Je n'avais pas l'intention de dissimuler mes intentions, mais la motivation qui m'a poussé à le rencontrer était de lui demander quelles pourraient être les questions que l'on pourrait probablement me poser, de manière à bien me préparer, parce que je savais qu'après son témoignage, c'était moi qui serais appelé à témoigner devant cette Chambre. Je vous remercie pour cette réponse et je reviendrai peut-être sur ce point un peu plus tard. J'aimerais maintenant passer à quelque chose de plus substantif, c'est-à-dire le funk et le grunk. Et j'aimerais commencer à poser mes questions en partant de 1971. Vous nous avez dit que vous êtes devenu membre à part entière du parti en 1971. Avez-vous souvenir de la date exacte? Réponse. Si j'ai bon souvenir, c'était le jour avant l'anniversaire du prince Sihanouk, le 30 octobre 1971. Et vous avez dit antérieurement que Ketchum
était peut-être la personne qui s'était portée garant de vous en tant que membre du parti. Vous souvenez-vous de la position qu'il occupait dans le parti à ce moment-là, lorsque vous êtes devenu membre du parti, lorsque vous avez rejoint le parti? Réponse. Lorsque j'ai rejoint le parti, M. Chun Praset et M. Ketchun se sont portés garants de moi, m'ont parrainé. En principe, si l'on voulait devenir membre du parti, il fallait qu'au moins 2 membres du parti vous parrainent. Et Ketchun était membre du Parti communiste du Kampuchea à l'époque. Je comprends bien que Ketchun était membre du Parti communiste, mais est-ce qu'il jouait un rôle particulier? Est-ce qu'il occupait un poste particulier dans le parti à cette époque? Réponse. À l'époque, l'organisation était horizontale, il n'y avait pas de poste. M. Yengsari était le dirigeant du parti et le secrétaire du parti. Si je ne me trompe, était Mme Sin An, qui était l'ambassadrice du Cambodge à Hanoï, République socialiste du Vietnam. Et son mari était le secrétaire du parti. C'est ce dont je me souviens. En ce qui concerne les autres membres, ils n'occupaient pas ils n'avaient pas de portefeuille ni n'occupaient de poste spécifique, selon ce dont je me souviens. Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais afficher un document à l'écran. Il s'agit du document D313-1.2.267, le RN anglais 004 19 1033 240, le RN français 00 77 445 1 à 57 et le RN Khmer 007 383 57 à 65. Et avec votre permission, j'aimerais que l'on affiche la première page à l'écran de la version Khmer. Ce serait sans doute celle-ci qui serait la plus appropriée. Nous pourrions remettre aux témoins une copie papier en anglais et en Khmer. Le Président, je vous en prie, Monsieur l'huissier, veuillez obtenir chercher le document chez le Conseil de la Défense et veuillez le remettre aux témoins, afin qu'ils puissent le consulter. And while the witness reads, I will explain what this document. Alors, pendant que le témoin le consulte, je vais vous dire ce qu'est ce document. C'est un télégramme émanant de l'ambassade des États-Unis à Phnom Penh, en date du 30 septembre 1971, qui a été envoyé au Department of State à Washington, département d'État. Et la phrase d'ouverture, et je cite, « Ce qui suit constitue le dernier recueil des renseignements issus principalement de rapports du Foreign Book Information Service et nous avons obtenu des renseignements biographiques sur la nature et le caractère artificiel de cette organisation. La plupart des membres de second rang ci-dessus sont des agents anti-Sihanouk et Khmer Rouge. Et dans certains cas, il s'agit de communistes purs et simples. L'équilibre a apparemment changé, passant de l'entourage de Sihanouk aux communistes, pour autant que Sihanouk ait jamais exercé un contrôle sur les 40 noms énumérés dans la liste. Au moins 9 figures parmi les 34 personnes décrites publiquement en 1962 comme gauchistes, partisans de l'extrême gauche ou personnalités subversives, et en tant que telles, le prince s'opposait à ce qu'elles participent à la formation des gouvernements. Le nom des 9 personnes concernées est suivi d'un astérisque. L'augmentation graduelle du nombre de jeunes étudiants à Pékin indique également que le GRK est encore loin de contrôler et d'influencer la population étudiante khmer à l'étranger. Donc, ça, c'est le paragraphe d'introduction de la première page
et du télégramme. Et si l'on passe maintenant à la page suivante, ERN anglais 004 19 038, Khmer 00 738 363, qui pourrait également être affiché à l'écran. Et là, au numéro 30 du télégramme, on trouve votre nom, Monsieur Sekoun, et vous êtes identifié en tant que membre du comité central du FUNC. Alors ma question est la suivante. Ce télégramme était un télégramme de l'ambassade des États-Unis à Phnom Penh, télégramme envoyé au département d'État à Washington. C'est donc un télégramme que vous n'avez pas eu à consulter auparavant. La question que je vous pose, M. Sun Sekun, est la suivante. L'information contenue dans ce télégramme est-elle exacte? Est-ce que, en septembre 1971, vous étiez membre du comité central du FUNC? Réponse oui, cette information est exacte car j'étais membre du comité central du FUNC, du Front Uni National du Kampuchea. J'étais également secrétaire du comité central du FUNC. Je vous remercie. Question. Si on remonte de quelques pages, la page ERN anglais 00419035, ERN Khmer 00738 360, on y trouve au numéro 13 ce qui suit, je cite, Kit Chun, secrétaire du Politburo du FUNC, ministre délégué auprès du Premier ministre. Et ma question, j'attends que vous soyez en possession de l'extrait que je cite. Et ma question est la suivante. Monsieur Sun Sekun, pas Monsieur Ketchun, excusez-moi, ma question est la suivante. Cette information est-elle également exacte? Est-ce qu'en septembre 1971, Monsieur Ketchun était le secrétaire du Politburo du FUNC et était-il ministre délégué auprès du Premier ministre? Réponse. Oui, cette information est exacte. And can you explain to... Et pouvez-vous nous expliquer, question, ce qu'était le rôle du Politburo du FUNC, ce qu'il faisait? Réponse. Je ne suis pas tout à fait sûr. Cependant, ce Politburo, sous la présidente de Sonal Bainout qui était à l'étranger, la tâche essentielle qui semblait revenir à ce Politburo était d'aborder les questions qui se posaient à l'étranger et pas les questions d'ordre interne. Question. En tant que ministre délégué auprès du Premier ministre, quel était le rôle de Ketchun? Est-ce que vous le savez? Réponse. Je dirais qu'en général, il jouait le rôle de représentant
au nom d'autres, et ce, pour l'accueil de certaines personnalités. Il assistait à des réceptions telles que celles organisées par les Chinois. Question. Le président interrompt. Merci, monsieur le témoin, merci, maître. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain matin, le 15 août 2012 à 9 h. Nous allons continuer d'entendre la déposition de Song Si-kun. La même équipe de défense pourra poursuivre son interrogatoire. L'après-midi, il se peut que la Chambre entende un autre témoin, le témoin TCW 609, lequel sera alors interrogé en premier lieu par les juges. Monsieur Song Si-kun, votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes prié de revenir demain matin. Ceci vaut également pour l'avocat du témoin. Huissier d'audience, en coordination avec l'unité d'appui aux témoins et experts, veuillez faire en sorte que le témoin puisse rentrer à son lieu de résidence et être de retour dans le prétoire demain matin. Agent de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention et les ramener demain dans le prétoire pour 9 h. L'audience est levée.